rocheux, rocheuses, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à mon émission Le Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Septembre débute tout doucement aujourd'hui. Alors, je vous invite sur mon île, dans mon phare, sur la plage ou sur les falaises. Vous pouvez choisir votre lieu préféré, mais comme il fait un peu frais, j'ai allumé un feu. Donc, dans mon phare, tout en haut. Donc, vous pouvez vous installer. J'ai de la place en haut de l'escalier. Donc, si vous aimez le vent et les fous de bassin, ben, vous pouvez vous asseoir confortablement dans le sable ou sur les rochers. On commence. Aujourd'hui, je vous parle de bois. Bon, là, me direz-vous, là, le bois, c'est pas une roche. Ben, vous avez entièrement raison. Le bois n'est pas une roche. Mais je vous parle aujourd'hui de nos ancêtres, les arbres fossiles. On les appelle bois pétrifié, bois silicifié, bois quartzifié. Je trouve ça quand même important de vous donner l'appellation scientifique la plus juste. Donc, c'est le bois silicifié. Le principe de salicification, opelai, quel gros mot étrange, c'est lorsque particule après particule, molécule après molécule, les fibres ligneuses, donc les fibres de l'arbre, ont été remplacées par des particules de silice. Donc la silice, il faut savoir que ça compose 97% de la croûte terrestre. C'est un minéral support. Sans lui, il n'y aurait pas de continent, pas de croûte terrestre et vraisemblablement pas d'humain non plus. Donc, c'est un élément qui est partout et qui est abondant. Il y a différentes formes de silice. On a la silice minérale, dont on va parler aujourd'hui, et il existe aussi la silice végétale, comme dans la prêle, par exemple, qui est une magnifique plante médicinale préhistorique, oui, qui existe encore aujourd'hui, qui est riche en silice. Parole d'herboriste. Donc, c'est une des plantes les plus riches en silice. D'ailleurs, quand elle est vieille, la plante, il faut savoir, quand on l'accueille, il faut savoir bien l'accueillir parce que quand elle est trop vieille, elle est trop chargée en silice et elle peut abîmer les reins. Donc, c'est dire comment elle est pleine de cet élément miraculeux qu'est la silice. Donc, voilà. Ça habite aussi dans notre corps puisque la silice organique existe. Donc, c'est dire comment c'est un matériel qui est essentiel à la structure. Donc, il est présent dans nos os, dans nos cartilages, dans nos cheveux, dans nos ongles, dans nos muscles. Donc, pour moi, il est constituant primordial de la vie. La silice, ça excite beaucoup mon imagination et ma poésie. c'est encore un autre élément de fou. qui me rend très, très, très songeuse. Donc, ça résonne sur toutes les sphères, hein? Sphère organique, sphère minérale, sphère végétale. Donc, c'est profondément terrestre, profondément physique, proche de l'humain, en fait. Il ramène à l'essentiel. En fait, il est presque aussi présent que l'oxygène. Donc, on pourrait même dire que c'est la pierre de la respiration. Donc, pour moi, le bois silicifié, donc le bois fossile, est un support généreux de la vie. Je l'ai déjà dit subséquemment, hein, j'adore les pierres silicifiées. Donc, là, je vais vous expliquer un peu, là, c'est un peu plus scientifique, très mélangeant tout ça, mais ce sont des pierres qui entrent dans la grande famille des chalcédoines, et plus précisément des quartz microcristallins. Je vais vous en nommer quelques-uns. Agate, le jaspe, la mocaïte, elle, on la connaît. Chrysoprase, chrysocole. Moi, écoutez les allitérations et les assonances là, qui existent dans ces mots-là, là, toutes les consonnes qui se frappent ensemble. Moi, je trouve ça très jubilatoire. J'adore les prononcer, j'ai l'impression que c'est comme une formule magique. Cornaline, héliotrope, quartz et le bois fossilisé. Là, c'est comme le vocable le moins poétique finalement. Mais vous allez voir, il est poétique quand même. Les jaspes et les agates ont des noms particulièrement incroyables, OK, qui illustrent leur faculté à évoquer. C'est même pas moi qui les ai inventés, donc je suis pas tout seul à trouver ça. Je vous en nomme. Jaspe léopard, jaspe océan,
jaspe dalmatien, jaspe sanguin. On a même carrément un jaspe paysage ou un jaspe pictural. Et c'est à s'y méprendre, on a l'impression qu'on entre dans un paysage. On a des jaspes Picasso, qui rappellent les coups de pinceau, des jaspes Bourdon, des jaspes mousse, des agates dentelles, des agates de feu et moult autres appellations, aussi poétiques les unes que les autres. Et le matériau qui compose le bois silicifié, c'est plusieurs choses. C'est un amalgame, c'est comme une potion de sorcière, là, dont le jaspe et l'agate font souvent partie. En fait, les quartz microcristallins font partie du bois silicifié. Et bon, cette famille-là de roches, donc on va répéter, quartz microcristallin, c'est mes pierres préférées. Mais comme indubitablement, là. Je dirais indéniablement. Pourquoi? Parce que le symbole y abonde. Ces pierres-là sont des œuvres d'art. Vous irez les regarder. On ne peut que tomber sous leur charme. Il y a toujours des couleurs variées, des formes variées. Chacune d'elles est comme un amalgame de différents éléments chimiques. Probablement assez typique des territoires dans lesquels elles se sont formées, d'ailleurs. Je suis pas une spécialiste, mais bon, mon intuition me dit que oui, ça vient un peu du territoire. Un peu comme la grande famille humaine, qui est beaucoup conditionnée par son territoire. Hein. Le territoire et ses défis façonnent beaucoup l'humain. Et puis, l'agate, le jaspe, le quartz microcristallin en général, pour moi, c'est une pierre qui est profondément proche de l'humain. D'ailleurs, il y a souvent des petits personnages, il y a souvent des images qui se rapportent beaucoup à notre quotidien. Mais on va en reparler. Donc, aujourd'hui, je m'attarde plus spécifiquement au bois fossilisé des Badlands en Arizona. Ce sont des bois qui sont remplis d'améthyste, d'agate, de citrine. D'où des prédominances de couleurs incroyables. Donc, du lilas, du mauve foncé, du gris, du vert, de l'ocre, de la brique. Et même je dirais du beige, du blanc, mais des couleurs qui sont spécifiques à ce bois-là. Parce qu'il en existe plusieurs. Il y a plusieurs sites de bois fossiles. Ils ont tous des couleurs distinctives qui sont des résultantes probablement directes du territoire parce que c'est souvent un bois qui a mariné dans l'eau. Donc, et puis, il y a eu des infiltrations, donc c'est très typique du territoire. Puis, c'est aussi tributaire du minéral avec lequel ils ont transmuté. Donc, il y a des gisements à Madagascar, il y a des gisements en Indonésie qui ont des couleurs un peu plus proches du bois, je dirais plus neutres, plus proches de l'apparence d'origine. Donc, ces arbres d'Arizona, ceux qui m'intéressent, ils ont connu des catastrophes écologiques d'une très grande intensité, Donc, et dans le cas de notre bois d'Arizona, spécifiquement, ce sont des inondations qui ont déraciné les forêts, qui les ont finalement déversées dans un lac où ils ont été carrément noyés, là. Et ensuite, une éruption volcanique les a recouverts de cendres. Donc, ce minéral organique-là, il est marqué par une sorte de survie, de transmutation de la matière, de pétrification d'un élément qui, à l'ordinaire, est putrescible, donc qui pourrit. Dans d'autres conditions, l'arbre aurait juste disparu, là. On n'en parlerait pas aujourd'hui. Le miracle de la fossilisation, finalement, c'est les conditions idéales. Parce que sans elles, le passé apparaîtrait pas aussi clairement et aussi magnifié à nos yeux modernes. Le passé aurait disparu. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose qui est fossilisée, là. C'est un peu le même genre de principe qui se passe avec des ammonites. Bref. J'ai directement associé, moi, ce bijou-là au Vénus paléolithique. J'ai choisi un archétype super lointain. Un des archétypes probablement les plus lointains. Mais j'ai pas très bien compris pourquoi. Parce que parfois, mon esprit fait des liens que je comprends pas sur le coup. La logique me dit, ces deux éléments-là, ils n'ont aucun rapport. Bois pétrifié, Vénus paléolithique, hein? Mais la poésie me dit, et l'intuition me dit,
Fais-nous confiance. En général, je l'écoute. Alors là, je me suis mis à penser. Je me suis dit, les hommes de l'ère glaciaire, ils ont été mis sous pression. Les éléments naturels les ont mis en rude épreuve. Donc, on est dans un contexte météorologique entièrement différent, les Vénus paléolithiques, les Badlands d'Arizona, mais proches par leur intensité et par leur intransigeance, je dirais. Désert de glace, désert de sable. Du moins dans mon imaginaire. Parce que l'Arizona au Trias, là, qui a vu grandir les arbres des Badlands, là, c'était un territoire qui était probablement particulièrement luxuriant, avec une très grande présence d'eau et une immense forêt. Puisque ça a permis à des troncs immenses là, d'être noyés dans l'eau. Mais aujourd'hui, ce sanctuaire-là, du moins ce que moi je connais du paysage des Badlands, c'est particulièrement aride. Donc, mon imagination a associé à cette pierre-là une ère humaine décisive, particulièrement difficile, du Pléistocène. Les seuls hommes qui ont survécu, on s'entend, sont ceux qui ont su s'adapter, qui ont su tirer parti des ressources, qui ont su innover, qui ont su tisser les liens communautaires les plus forts. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que l'homme de Néandertal tissait des liens sociaux très réduits par rapport à l'Homo sapiens. Ce qui, vraisemblablement, a encouragé son extinction. Mais on partage avec lui 1 à 3 % de nos gènes. Alors, la mixité génétique a probablement contribué à nous rendre plus forts, là. Mais même chose avec notre bois. Mais c'est encore plus que génétique, je dirais mixité des matières, changement de forme et de dureté. Alors, finalement, se mélanger, c'est bon. Et puis là, à travers toutes ces pérégrinations de mon cerveau, je me suis dit, là, il faut que je trouve un nom de famille à ma Vénus paléolithique. Et là, je trouvais que le nom de famille québécois qui allait le mieux, c'était généreux. Mais j'avais un autre vocable pour la définir. Je me suis dit, la Vénus au mammouth. C'est ça qui m'arrivait dans l'oreille. Vénus au mammouth. Alors là, je l'ai appelée la Vénus au mammouth généreux. Je me suis trouvée très drôle. Donc, cette Vénus-là, elle me rappelle que la vie est généreuse pour qui sait s'adapter. Elle me rappelle aussi la très grande détresse dans laquelle on arrive parfois à trouver une très grande force, un très grand espoir, même une sorte d'émerveillement, de connexion en tout cas avec quelque chose de plus grand que nous. Puis l'homme préhistorique, il a dû vivre ce genre d'illumination-là. Là. T'sais, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'homme, il a une volonté de laisser une marque. Il le fait par l'art et il le fait dans des périodes de très grande précarité. Donc, l'art en soi, c'est un mode d'expression fort, surtout quand il est alimenté comme par une recherche d'immortalité et de divin. Là, je vais vous parler d'une scientifique que j'adore, là, une scientifique française qui s'appelle Chantal Yeguez-Volkiewicz. Oh boy. Je m'excuse, son nom est très difficile à prononcer, mais je vais vous l'écrire en barre en bas. Chantal Yeguez-Volkiewicz. Elle a élaboré, après avoir analysé des centaines de grottes en France, une thèse particulièrement audacieuse qui stipule que les hommes paléolithiques, ils avaient des connaissances astronomiques très développées. Les hommes, selon ce qu'elle a remarqué, auraient comme marqué leur territoire avec plusieurs traces de leurs connaissances astronomiques. Ils l'ont fait sur des roches, bien sûr, sur des défenses, sur des os de mammouth et dans les grottes pariétales. Donc, ils auraient eu conscience des équinoxes, des phases lunaires. Et dans le documentaire, quelqu'un lui montre une défense de mammouth, gravée avec une espèce de, je dirais, de vague, puis des points autour de cette vague-là. Et là, elle prend ça dans ses mains, puis elle dit, mais c'est une lunaison, là. C'est la représentation astronomique d'une lunaison. Donc, sa théorie,
concordent. Puis quand elle se met à analyser les données qu'elle trouve et qu'elle les corrèle aux peintures pariétales, par exemple aux objets qu'ils ont retrouvés sur des sites préhistoriques, ben, elle est persuadée que ces hommes-là avaient connaissance des données astronomiques. Puis là, elle dit, ben, plus j'essaie de pas y croire, plus les preuves que moi je vois et que je découvre sont comme trop évidentes pour que je puisse revenir en arrière. Cette chercheuse-là, elle plante dans mon esprit de la poésie pure, là. C'est de la science résiliente. Parce que les scientifiques de la communauté archéologique sont réfractaires, qui veulent pas que leur interprétation du monde soit réfutée. Ben, elle les dérange vraiment. Puis elle est super sûre d'elle, là. Elle est courageuse, là. Moi, je l'adore. Puis, en plus, elle fait ça avec son mari, là. Elle a pas de subvention. Elle survit à l'ère glaciaire, finalement. Elle est tough. Donc, c'est de la totale résilience. Puis elle vient donner une preuve magnifique qu'on prenait le temps de comprendre le monde, même si ce monde-là était hostile. Puis la connaissance, l'observation de leur monde était très effective. C'est probablement cette observation-là précise qui leur permettait de survivre. J'en ai parlé dans l'autre émission de toute façon, mais je réitère. Parce que moi, les hommes paléolithiques, là, j'y trouve complètement merveilleux. Ces humains-là, ils ont acquis à travers des situations tellement difficiles, des apprentissages puis des connaissances qui nous dépassent. Ceux qui ont sculpté la Vénus de Hohlofels, excusez mon accent, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, ou la Dame de Brassampouille, par exemple, vous irez voir, hein, ce sont des chefs-d'œuvre de l'art pariétal. Moi, c'est mes deux préférés, là. C'est des Vénus qui ont été faits dans l'ivoire de mammouth. Et on savait à l'époque que cette matière-là était dure, qu'elle perdurait dans le temps, qu'elle perdurait à l'usure, entre autres. Donc, on utilisait des os pour tanner la peau, parce que là, c'est une matière stable et qui ne se raye pas facilement. Je dirais que c'est une matière pratiquement inaltérable. Donc, tailler l'ivoire, l'os, par exemple, ça ne devait pas être facile. Analyser le ciel astronomique non plus. Ça demandait une expertise. Et ça devait être une pratique régulière, parce que tu n'improvises pas une belle tête détaillée dans l'ivoire de temps en temps. L'art, la représentation symbolique, elle faisait sûrement partie de leur quotidien. Et alors, ceux qui me disent que l'art, ce n'est pas important, je les trouve très, très drôles. Donc, je me dis, tu sais, comment, quand on est un homme paléolithique, on peut faire autrement que de déifier une pareille créature qu'est le mammouth, qui fait tout pour nous. Ben, on peut déifier, en fait, un peu toutes les créatures, tu sais. On déifiait le roc, l'ours, le mammouth, parce que ce sont des animaux qui sont là pour nous nourrir, qui menacent notre vie aussi, et qui nous donnent une matière presque, comme je l'ai dit, inaltérable, qui nous permet de nous exprimer et de survivre. Donc, des animaux immenses, qui étaient comme des dieux, qui éloignent la faim, qui menacent notre vie, qui créent la cohésion sociale. Donc, on chassait en groupe, hein? On dépeçait en groupe, on grattait la peau en groupe. En tout cas, moi, j'aurais fait du mammouth et de l'euroch mes dieux. Et dans le parc national en Arizona, qui abrite la forêt d'arbres fossilisés, les Autochtones d'une époque très reculée ont construit une habitation avec des morceaux de bois fossiles, qu'on appelle l'Agat House. Donc, on a créé une communauté autour de cette matière-là. Le bois, devenu roche multicolore, il devient aussi matériau, comme l'ivoire, les os et le cuir de mammouth. Puis ces structures-là qu'on a déblayées, ils étaient multiples, hein, c'était énorme. Donc, symbole aussi d'un rassemblement, d'une vie de groupe. Puis je me demande, moi, comment ces hommes-là percevaient cette matière colorée-là. Tu sais, est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils la considéraient comme quelque chose de sacré?
Tu sais, c'est quand même une matière qui ressemble à s'y méprendre à un tronc d'arbre, mais qui est dure comme la pierre, tu sais. Ils étaient observateurs de leur environnement, donc ils devaient inévitablement le savoir que c'était un bois magique, extraordinaire. Donc, un bois qui a traversé des épreuves, mon Dieu, colossales pour être multicolore comme ça. D'ailleurs, la résilience humaine, ça rend multicolore. On peut dire que le bois silicifié est un bois résilient, finalement. Quand j'ai pris ma Vénus au mammouth généreux dans ma main la première fois, quand j'ai pris ce morceau-là dans ma main, j'ai vu... Puis en plus, là, c'est intéressant de le rajouter là, comme anecdote, c'est que c'est comme un échantillon ça ressemble à une pointe de tarte, ce que j'ai acheté, donc c'est très alimentaire. Donc j'ai un gros morceau de cette Vénus-là qui est en fait une pointe de tarte. Mais en prenant ce petit morceau-là dans ma main, moi, j'ai vu tout de suite un lever de soleil. J'ai vu tout de suite un horizon rouge, mauve. Puis j'ai vu un troupeau, moi, au loin. Tu sais, j'ai vu la chasse. Pas la chasse gratuite qui tue pour rien, là, mais la chasse qui éloigne la faim. La chasse qui tient au chaud. La chasse qui nourrit. La chasse racinaire. La chasse des ancêtres. Puis j'ai aussi vu l'espoir. L'espoir que nos vœux se comblent. L'espoir que les jours deviennent plus doux. L'espoir de comme, tu sais, transmuter la peur en couleur, tiens. L'espoir de la viande qui donne de la force au corps pour continuer à vivre. L'espoir de la chaleur, parce qu'il faisait froid. J'ai surtout vu aussi la communauté, tu sais, l'effort de groupe pour arriver au but, la chaleur humaine. Le bois fossile, là, de par comme son espèce de grande transformation d'une matière à l'autre, d'une matière végétale à une matière minérale, bon, ça me parle directement, moi, de résilience. Donc, de force dans l'âme. Tu sais, du genre, si le climat pense qu'il veut m'anéantir, ben, il se trompe. Je suis là pour rester, et Dieu sait qu'on reste et qu'on se multiplie. Cette symbolique-là, elle vient se corréler à la force du caractère, tu sais. Au temps aussi qui transforme les choses, à l'endurance, à l'espoir. Parce que sans l'espoir, l'âme étouffe. Ben, quoique sans transformation profonde aussi, finalement, parce que, tu sais, les pressions sociales sont fortes, sont très fortes. C'est presque des forces géologiques. Puis les épreuves de la vie ont fait de ce bois-là une sorte de miracle de la minéralogie, finalement. Les épreuves de la vie sont souvent là pour nous rendre résistants à la pression sociale, entre autres. Bien, surtout. Pour nous transformer en petits miracles quotidiens. Donc, quand cet archétype-là s'est imposé à moi, quand j'ai choisi la Vénus paléolithique, mon intuition a choisi ce symbole-là sans que je sache trop pourquoi, là. Mais je l'ai choisi, entre autres, parce que c'était la première déesse du monde. Parce que c'est la bonne chair. Parce que c'est la plantureuse. Parce que c'est la calipige. Parce que c'est l'abondance. Et la fécondité la plus totale. Parce qu'elle est toujours représentée enceinte en plus, quasiment. Puis, le mammouth aussi, c'est l'abondance. C'est la fécondité. C'est le géant des steppes. C'est le dieu du monde. Fait que là, la déesse du monde, puis le dieu du monde, ben, finalement, ça ne pouvait qu'aller ensemble, cette affaire-là. Je vais vous parler de d'autres scientifiques résilients. Je vais vous parler de Sergueï et Nikita Zimov, qui sont deux scientifiques russes complètement incroyables. C'est mes héros. Ils ont compris que si la taïga sibérienne fond, ben on entre directement dans une ère terrible pour l'homme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la taïga sibérienne est pratiquement vidée de tous les animaux qui y vivaient, là. Et moins les terres sont piétinées par des troupeaux,
plus le froid intense reste en surface, plus le permafrost, fond, plus c'est épeurant pour nous. Les animaux, en fouillant dans la neige pour se nourrir l'hiver, ils permettent au froid de s'installer plus profondément dans le sol et de le maintenir gelé. Parce qu'on s'entend que la neige, c'est comme une couche de protection. Donc, plus tu fais des trous dans ta couche de protection, plus ton permafrost reste froid. Donc, eux, là, ils sont courageux. Donc, père et fils, un père et un fils, ils partent avec des moyens comme rudimentaires, acheter des animaux, des rennes, des bœufs musqués, des chevaux. Puis là, ils disent dans le documentaire qu'ils veulent aller acheter des bisons aux États-Unis. Donc, ils partent ils vont voir en fait les Autochtones de la Sibérie, donc ils sont autour de leur base scientifique. Et ils achètent tout ça avec des dons, ils sont pas beaucoup subventionnés. Ils les ramènent en Sibérie, dans une espèce de périple, pas une espèce de périple, un périple vraiment rocambolesque. Et ils les amènent dans un espace qu'ils ont appelé Pleistocène Park, pour que tous les animaux piétinent bien comme il faut le sol et permettent au permafrost de rester gelé. Et là, Sergueï Zimov, il dit « Moi, j'aurais besoin de 50 000 mammouths pour empêcher la taïga de fondre. » Tu sais, lui, il souhaite ardemment qu'on ressuscite le mammouth. Ça devient plus une espèce d'élucubration scientifique farfelue. Ça devient même une urgence, tu sais. Il dit, vous pourriez même génétiquement mixer l'éléphant moderne puis le mammouth pour que ça aille plus vite. En tout cas, je vous encourage à aller voir leur travail de fou parce que c'est un travail démesuré à la mesure là, d'un grand mythe grec. Tellement ça a comme pas de bon sens. C'est prométhéen un peu, là. C'est fou de penser, par exemple, tu sais, moi, ça c'est le genre de prise de conscience que je trouve super intense et émotive, tu sais, de penser que le mammouth, qui nous aura aidé à survivre il y a 40 000 ans à l'époque glaciaire, devient aujourd'hui, en plein anthropocène, il serait en fait une des solutions au réchauffement climatique. Alors, l'anthropocène, pour ceux qui savent, pardon, je recommence. L'anthropocène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ère où l'influence qu'exerce l'homme sur son environnement devient comme presque une force géologique. D'ailleurs, c'est un concept controversé, mais j'aime bien l'utiliser quand même. Moi, ça m'émeut beaucoup, c'est, comme je l'ai dit, ce genre de prise de conscience-là, parce que c'est comme une boucle. Le bois fossile, ça me fait aller loin. Je dirais du lever du jour jusqu'à sa fin. Du froid insoutenable jusqu'à la chaleur insoutenable. En tout cas, j'espère qu'on ne se rendra pas jusque-là. Je me dis, on va comme focaliser sur l'espoir. On va se concentrer là-dessus. Donc, allez parrainer un bœuf musqué là, de Pleistocène Park, là, mes rocheuses. Je me suis dit, moi, je vais faire des prières pour tous les immeubles de ce monde qui s'attaquent à l'impossible. Voilà. Donc, au départ, je ne comprenais pas où mon intuition allait avec cette symbolique-là. Mais après toute cette analyse-là, je suis en paix avec ça maintenant. Donc, je suis en paix avec les mammouths et les bois ancêtres. Voilà. Donc, je vais essayer de publier le rock show aux 2 semaines. Parce que je trouve que c'est un rythme qui, moi, me permet de faire des recherches. Et ça vous permet peut-être aussi de bien digérer l'information et la quantité, en fait, de mots, d'informations, de poésie. Donc, voilà. Bientôt, je vais vous glisser le conte que j'ai écrit avant d'analyser. Donc, ça vient toujours en premier dans mon processus, le conte. Donc, c'est pour ça que quand j'écris un conte sur les mammouths et la Vénus paléolithique, je suis tombée des nues. Et voilà, j'ai tout compris, comme j'ai dit. Alors, je vous laisse ça à la fin. Je vous laisse écouter mon conte préhistorique. Je suis toujours très heureuse de vous avoir avec moi sur mon île semaine. En fait, je dirais, c'est comme, je me base un peu sur les cycles lunaires. Hein. Souvent, vous ne le savez pas, mais je vous envoie ça à la nouvelle lune ou je vous envoie ça à la pleine lune. On est en plein dans les lunaisons. Et là, demain, c'est la pleine lune.
Donc, c'est presque, c'est ça, je vous invite lunaison après lunaison finalement. Donc, voilà, ça me fait toujours très plaisir. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir vous parler comme ça, doucement de ce qui me passionne. Et je suis extrêmement reconnaissante de partager ça avec des auditeurs. Donc, je vous remercie. Vous êtes infiniment précieux et précieuses, auditeurs, auditrices. Donc, à bientôt et une très bonne écoute. Il était une fois une Vénus immense, avec un ventre rond de tortue, des seins en tumulus qui portent les ancêtres endormis et qui nourrissent les nouveaux venus. Elle est née il y a très longtemps, une époque où l'on gravait dans les eaux les chemins de la lune. La Vénus au mammouth parle de chasse, de défense, d'horizon. Elle a vu naître la lumière des feux de vie, ceux que l'on allume pour faire cuire la viande, pour chasser la peur et pour raconter des histoires de chasseurs. Les hommes et les femmes qui ont faim sculptent le divin. Ils demandent assistance. L'homme ancien qui a froid allume un feu et danse puisqu'il sait que la vie est une flamme. La vie s'éteint plus vite lorsqu'elle ne bouge pas, surtout lorsqu'on a froid. Il regarde la vie et la vie est une femme. Et le premier divin du monde est une divine. Il la porte partout avec lui. Elle lui sert de dialogue avec l'univers. Lorsqu'il traverse les steppes, à grande enjambée, il la touche pour se rappeler qu'elle est là. Sa présence le réchauffe lorsqu'il fait froid. Les femmes qui chassent, qui cueillent, qui accouchent, qui transportent, l'appellent, la chantent pour se donner du courage. Tu sais, l'ère glaciaire demande de la force et beaucoup d'espoir. Que cherchent nos ancêtres sur leur territoire de chasse? Ils cherchent le mammouth, la bête royale, la grosse, l'immensité, c'est l'abondance ici. La Grèce protège du froid, c'est logique. À marcher nomade avec nos bébés sur le dos, à vivre sans manger pendant des jours. La Vénus n'a pas le droit d'être petite. Elle doit savoir se réchauffer tout seule. Elle doit pouvoir vivre sur des réserves sans fin. Dans quoi l'a-t-on sculptée, cette idole? Dans l'ivoire du dernier festin? Le festin qui fabrique des vêtements, qui entoure de fourrure, qui remplit l'estomac? Ouvrir l'os du titan laineux en deux, quel délice cette moelle! Où l'os fait habitation recouverte de cette peau immense, et l'ivoire y inscrit les rêves et les espoirs. Donc inévitablement, cette Vénus-là parle à Sa Majesté Mammouth. Elle lui dit « Grand roi, les hommes ont besoin de toi. Les hommes ont besoin de ta viande. Tes défenses sont leur maison. Ils y gravent leur histoire, la course du temps. Ils me sculptent moi dans ton ivoire omnipotent. Le mammouth tout-puissant, seigneur des steppes, hésite. Les hommes en survie sont voraces. Mais il nous utilise jusqu'à la dernière trace. Il accepte parfois de mourir pour la Vénus. Lorsque son gros cœur tambour des plaines s'éteint, sa mort est une fête pour la vie. Le mammouth devient matériau. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la Vénus au mammouth lui parle avec douceur. Elle lui raconte dans son oreille parachute des aventures d'immortalité. Elle lui dit « Je suis toi. La main de ce monde m'a façonné et la main de ce monde me retrouvera. À travers moi, ils te trouveront toi, le roi du permafrost. Ils te dessineront sur les murs et l'homme nouveau sera fasciné.
Elle avait l'esprit large, ma Vénus, elle savait voir loin. Cette terre sans arbres, où on voit à l'horizon la terre manger le soleil, a connu la marche des géants. Les troupeaux d'horizons lointains bienfaisants, ceux qui peuplaient la terre en barrissant, nobles marcheurs, ont disparu. La Vénus aussi, mais je les connais tous les deux. Moi, la femme d'aujourd'hui. La Vénus au mammouth disait vrai. Les matériaux durs sont les portes de la mémoire. Les eaux, les roches, l'ivoire. Ma Vénus au mammouth est une histoire figée dans le bois, fossile. Je te reparlerai de ce bois une autre fois, mais ce que tu dois savoir, c'est que ce bois est un ancêtre lui aussi. Il est la matrice des rêves, une porte sur le temps, un matériau dur, porteur de mémoire. La Vénus au mammouth te raconte la chasse, la survie, le festin, la joie de l'immortalité, le troupeau qui s'en vient, la nourriture, l'aube mauve qui se lève sur l'espoir, l'entraide. Honore la mémoire, cultive l'espoir, sculpte les idoles de ta force, chante, danse et bouge.